Bienvenue au cours de mécanique de l'EPFL. Je suis l'ingénieur docteur Paul Salomon Gohé Ekam de l'École nationale supérieure polytechnique de Yaoundé au Cameroun. Je vais vous entretenir cette fois sur le torseur de quantité d'accélération. Comme nous l'avons fait pour les 3 leçons précédentes, nous allons définir ici le torseur de quantité d'accélération d'un système. Nous allons faire suivre ces définitions par l'expression de ce torseur, autant dans le cas d'une distribution discrète ou continue de masse. Nous ferons ensuite quelques remarques sur le torseur des accélérations. Et notamment dans ce moment, nous allons essayer de lier ce torseur au torseur des quantités de mouvement. Et enfin, nous allons faire un exemple de détermination du torseur des quantités d'accélération. Et nous allons toujours le faire pour le même exemple, donc du pendule que l'on fait tourner à vitesse constante autour d'un axe horizontal. Comment donc définir le torseur de quantité des accélérations? C'est le torseur noté A comme accélération. Donc, la résultante géométrique ou somme géométrique est appelée quantité d'accélération ou résultante dynamique. Et le moment résultant en eau, appelé moment résultant, qui en fait le moment en eau de la quantité d'accélération. Notons que, comme les éléments de réduction de ce torseur sont tous des éléments de grandeur dynamique, le torseur de quantité d'accélération sera aussi appelé le torseur dynamique du système. Et voyons donc maintenant comment sont conçus ces éléments de réduction, notamment la quantité d'accélération et le moment dynamique, ou la résistance dynamique et le moment dynamique. Premièrement, comme toujours, prenons le cas d'un système matériel discret, à savoir n particules MI, de masse M I chacune, et d'accélération gamma indice I chacune. Eh bien, la résultante dynamique de ce système est la somme discontinue des résultantes dynamiques ou quantité d'accélération de chaque particule, où la quantité d'accélération d'une particule I est donnée par le produit de sa masse avec son accélération. On comprend pourquoi on parle de quantité, parce qu'en fait, là, la grandeur devient extensive. Pour ce qui est du moment, la quantité d'accélération ou moment dynamique, il sera aussi la somme de tous les moments dynamiques de ces particules, où le moment dynamique d'une particule est le moment, par rapport au point O bien sûr, un point O choisi, de sa quantité d'accélération, M gamma I. Dans le cas d'une distribution continue, on tiendra compte de la mesure mu, une longueur d'une surface sur un volume, et de la densité de masse ρ. La masse élémentaire dm est donc ρ dmu. Il vient comme quantité d'accélération élémentaire, l'accélération de la particule m fois la quantité de masse élémentaire qui entoure la particule m. On a aussi des moments dynamiques élémentaires en un point O, qui est le moment en eau de cette quantité d'accélération élémentaire. Évidemment donc, la masse globale du système, la masse totale, est la somme continue des masses élémentaires. Et la résultante dynamique de tout le système est donnée par la somme continue de l'intégrale des quantités d'accélération élémentaire. Et le moment dynamique en eau est la somme continue de l'intégrale
des moments dynamiques élémentaires. Donc nous avons la résistance dynamique qui est l'intégrale des quantités d'accélération, le moment dynamique qui est l'intégrale des moments dynamiques élémentaires. Et voilà comment on exprime le tenseur des quantités de mouvement, autant dans le cas d'un système matériel discret que dans le cas d'une distribution continue de masse. Quelques remarques donc sur le torseur des quantités d'accélération. D'abord, l'expression de la résistance dynamique en fonction de l'accélération du centre de masse. On a donc la relation qui dit que la résultante dynamique ou la quantité d'accélération totale d'un système est égale à la masse du système fois l'accélération de son centre de masse. Cette égalité est prouvée de la manière suivante. Donc, nous avons par définition la résultante dynamique qui est l'intégrale sur le solide S de l'accélération du point M fois la masse élémentaire entourant le point M. Or, cette accélération, cette expression, on va la laisser de côté et présenter d'une manière plus explicite l'accélération du centre de gravité, qu'on note aussi gamma G. Par définition, c'est la dérivée par rapport au temps de la vitesse de G. Donc là, nous ne précisons pas le référentiel. On sait que dans tout référentiel, quand on met l'accélération dans un référentiel, c'est la dérivée dans le même référentiel. Or, la vitesse de G, elle est donnée par 1 sur M, intégrale de la vitesse des points M dm. Là, c'est bien la dérivée par rapport au temps. Alors, 1 sur M, qui est une constante, va sortir la dérivation. Donc, nous aurons 1 sur M, dérivé par rapport au temps, de l'intégrale de V au point M, dm sur un solide S. Si nous utilisons le fait que les opérateurs dérivés et intégrales permutent, on a donc encore ici 1 sur M, intégrale de dérivée par rapport au temps de V de M dm. Ce qui nous permet donc d'avoir l'accélération du centre de masse sous la forme 1 sur M intégrale dérivée de la vitesse de M, c'est gamma de M, dans l'accélération de M dm. Donc, cette égalité 1 qui définit la quantité d'accélération et cette égalité 2 qui nous permet de donner une autre expression de l'accélération du centre de masse. La comparaison met la différence des deux équations. On permet donc, ou une simple identification, on permet donc d'avoir gamma de G ou gamma en G qui est égal à 1 sur M quantité d'accélération totale. C'est-à-dire quantité d'accélération totale égale à M, accélération du centre de masse. On comprend d'ailleurs pourquoi ce point G est appelé centre de masse. Donc, il agit un peu comme si toute la masse du système était concentrée sur lui. Donc, on a la propriété gamma,
quantité d'accélération totale égale à m fois l'accélération du centre de masse. Deuxième remarque, en fait c'est une propriété, c'est celle du changement du point de référence. Donc, la loi fondamentale des torseurs nous permet donc d'écrire moment dynamique en O égale à moment dynamique en O', plus O' vectoriel résultante dynamique. Or, on venait de montrer que la résultante dynamique est égale à M gamma G. On peut remplacer ces résultants dynamiques par M gamma G pour avoir donc moment en O égale à moment dynamique en O', plus M O', l'accélération du point G. Et c'est une formule que nous avons bien rencontrée depuis le secondaire. Troisième remarque, c'est la relation entre les torseurs cinétiques et dynamiques. Première relation, c'est de dire que dans un référentiel donné, le torseur, plutôt la résultante dynamique, est la dérivée par rapport au temps de la résultante cinétique. Soit donc à montrer cette égalité. Nous savons que dans un référentiel quelconque, on va prendre un référentiel G quelconque pour dire galiléen. On a sigma, on veut de le monter, qui est égal à la masse fois l'accélération dans ce référentiel du point G. Ceci encore égal à M, qui multiplie la dérivée dans le référentiel galiléen par rapport au temps de la vitesse dans ce référentiel galiléen du point G. Puisque la masse est constante, on peut la faire passer à travers la dérivation. Donc ceci nous donne donc dérivée dans un référentiel G par rapport au temps de M V du point G dans ce référentiel. Et nous le connaissons en MVG, dont la quantité de mouvement ou encore la résultante cinétique du système. Ça fait dériver dans G de la résultante cinétique du système dans G. On a donc dans un référentiel G quelconque la résultante dynamique et la dérivée dans ce référentiel par rapport au temps de la quantité de mouvement dans ce référentiel. C'est une propriété très importante et très utilisée dans la détermination du torseur dynamique. Deuxième relation aussi très importante, elle lie le moment dynamique au moment cinétique. Et bien, cette relation dit que le moment dynamique dans un référentiel quelconque G est la dérivée dans ce référentiel G du moment cinétique, mais augmentée d'un terme qui tient compte de la vitesse du point où on détermine ce moment cinétique. Et cette expression complémentaire est très importante. Il faut lui prêter une attention particulière. Donc, soit à démontrer cette nouvelle égalité. Donc, nous allons partir de la dérivée dans un référentiel G quelconque du moment cinétique dans le référentiel G réduit au point O. C'est la dérivée dans ce référentiel. Le moment cinétique en O du système, c'est l'intégrale du système S de OM fois résultante cinétique
par rapport au référentiel G du point M que multiplie la masse élémentaire qui entoure le point M. Et on ferme notre accolade. Les opérateurs dérivation et intégrale permutant, surtout à cause de leurs variables qui sont miettes ou indépendantes, on a encore que ceci est égal à l'intégrale sur S de la dérivée par rapport au temps dans le référentiel G de OM vectoriel, vitesse par rapport à G du point M, que multiplie dm. Que multiplie dm, dm c'est l'intégrale là-bas, donc que multiplie dm, c'est après avoir fermé la parenthèse. Donc, à ce niveau, nous allons utiliser la dérivée d'un produit vectoriel. Donc, c'est la somme des produits vectoriels avec les dérivés alternés. Nous avons donc ici intégrale sur S. Donc, des dérivés dans G par rapport au temps de OM, le tout vectoriel vitesse de M par rapport à G, plus OM vectoriel dérivé dans le référentiel G de vitesse en G du point M. Et tout ceci intégral par rapport à M, qui est encore égal. À ce niveau, si le point O, dans lequel on réduit le torseur, n'est pas fixe, alors il faut passer par un point fixe du référentiel RK, notamment l'origine du référentiel RG, pardon. Donc nous avons intégrale sur S de la dérivée dans G par rapport au temps. Et là on compose OM par la relation de Charles. On a O, OK, plus OKM, vectoriel V en G de M. Et on peut même enlever cette parenthèse, on n'a pas sa place. Plus OM vectoriel. Ici, dérivé dans G, la vitesse dans G nous donne l'accélération dans G du point M, le tout dm. À nouveau ici, le produit vectoriel est distributif par rapport à l'addition. Nous avons l'intégrale ici, par rapport à S, de dérivé dans G par rapport au temps. Ah oui, il faut le dire. Donc là, c'est O, l'origine du référentiel G. Nous sommes en train de travailler sur le référentiel G. Donc l'origine ici, le référentiel G, l'origine du référentiel G. Donc ça fait dérivé de O, OG, vectoriel, vitesse dans le référentiel G du point M, plus dérivé dans le référentiel G par rapport au temps de OGM, vectoriel vitesse dans G du point M, plus le dernier terme OM, vectoriel vitesse dans G de M, le tout dm. Donc, nous reprenons la dernière égalité. Ici, donc, intégrale sur S, dérivé dans G de OOG, c'est dérivé dans G de moins OGO, donc c'est moins dérivé dans le français RG de OGO, le tout vectoriel
vitesse danger du point M, plus dérivé danger par rapport au temps de OGM. Ici, on reconnaît la vitesse danger de M, plus vitesse dans RC du point M. Vecteur, le même terme, donc ce produit vecteur va s'annuler. Puis le dernier terme, plus OM vectoriel, accélération dans le français RC de M, le tout DM. On est presque à la fin de notre démonstration. À partir donc de l'expression précédente, en constatant que ce produit vectoriel est nul, nous avons donc intégrale sur S. La dérivée danger de OGO. OGO, c'est le vecteur position de O dans RG. Donc ça devient donc la vitesse danger de O. Vitesse dans RG de O. Vitesse dans RG de M. Plus ce terme-là qui s'annule. Et le dernier terme OM vectoriel gamma. Accélération danger du point M. Tout ceci intégral dm. Nous allons donc sortir le terme de l'intégrale. Nous avons donc d'un côté l'intégrale sur S de moins V par rapport au référentiel G du point O vectoriel. V par rapport au référentiel G du point M. Le tout dm plus intégrale sur S de OM vectoriel gamma G du point M dm. Donc dans cette première intégrale, le point O ne dépend pas du point M. On se trouve sur le solide, donc on peut sortir la vitesse en eau. Nous avons moins vitesse, pardon, la vitesse du point O, référentiel G, le tout vectoriel intégral sur S de la vitesse du point M dm. Plus de l'autre côté, ici, on a OM vectoriel gamma M de G. On reconnaît ici la résultante dynamique du torseur. Pardon. On reconnaît ici le moment de la quantité d'accélération. Donc, on reconnaît le moment dynamique ici. Bien sûr, dans le référentiel G. Et calculé au point O. Il vient donc, en passant ce terme à gauche, on a donc le moment dynamique en eau égal à la dérivée par rapport au temps du moment cinétique en eau, plus ce terme, la vitesse en eau. On reconnaît ici, comme tout à l'heure, M qui multiplie la vitesse du centre de gravité. Donc, quel que soit le référentiel RG, quel que soit le référentiel RG, c'est qu'il nous fallait démontrer. Donc, cette expression est très utile. Souvent, quand on veut déterminer la résultante dynamique, on passe par la dérivée de la résistance cinétique, plus ce terme-là. Évidemment, comme on va le voir, il y a des cas très particuliers. Donc, avec cette relation qui lie donc la résultante dynamique à la résistance cinétique, on a les cas particuliers suivants. Si le point de référence O est fixe par rapport au référentiel considéré, la vitesse en eau est nulle, on a donc l'expression résultante dynamique égale à dérivée par rapport au temps de la résultante cinétique. Si le point de référence O est le centre de masse, ce produit vectoriel s'annule aussi. On a donc
le moment dynamique en un point au centre de masse est la dérivée par rapport au temps de moment cinétique au centre de masse. Nous revenons à notre pendule à qui un moteur impose de tourner autour d'un axe horizontal avec une vitesse scalaire constante ou à une période constante. Et nous voulons déterminer le torseur dynamique. G, le centre de masse, la masse étant concentrée au point M, on a donc G qui est confondu avec M. Et donc la vitesse de G sera la vitesse de M qui a été déterminée 2 pi L sur T fois YK. YK étant le vecteur du référentiel lié au solide. C'est ça donc comme implication. Le fait que gamma, dont l'accélération par rapport au référentiel fixe de I, qui est la dérivée, donc gamma I du point G, est la dérivée dans I par rapport au temps de la vitesse du point G. Donc c'est la dérivée par rapport au temps de cette expression. Ce terme étant constant, on va le mettre à l'extérieur. On a donc dérivé dans I du vecteur YK. Or, la formule fondamentale de dérivation nous fait dire que la dérivée dans I de YK, c'est la dérivée dans le français LK de YK, puis le produit vecteur oméga IK par YK. Or, YK est fixe dans LK, donc ce terme va s'annuler. On aura donc pour accélération du centre de gravité uniquement oméga IK, qu'on a terminé tantôt, égal à θ point dans 2 pi sur TZK, le tout vectoriel YK, qui nous donne donc 2 pi L sur T fois 2 pi sur T, ça nous donne 2 pi sur T le tout au carré fois L, ça fait 4 pi carré sur T carré L. Maintenant nous avons Z vectoriel Y qui donne moins XK. Il vient donc, pour le stand dynamique de notre torseur, la masse qui multiplie gamma I de G, on aura donc 4 pi carré sur T carré L, que multiplie la masse, est porté par XK. Pour le moment dynamique, nous pouvons appliquer le moment de la quantité de mouvement. Et le ça assez direct. Donc nous avons OM vectoriel M gamma I. Ça nous fait OM, c'est L porté par XK. M, gamma de M a été calculé. Le voici. Donc ça fait 4 pi carré L sur T carré M. Donc là c'est M gamma M. Et comme XK, elle connaît la XK, donc ce terme va donner 0. Le moment dynamique est nul. Le torseur dynamique du mouvement de ce pendule sera donc donné par sa résultante dynamique, moins 4 pi carré LM sur T carré XK, et son moment dynamique qui est nul. Nous sommes arrivés au thème de notre leçon sur le torseur des quantités d'accélération. Rappelons que nous avons commencé par la définition de ce torseur. Ensuite, nous avons vu quelle expression peut représenter ce torseur, autant dans le cas d'une distribution discrète de masse que dans une distribution continue de masse, donc le cas d'un solide. Nous avons fait quelques remarques dans lesquelles nous avons pu trouver des relations qui lient le torseur dynamique au torseur cinétique. Et nous avons fait une application, toujours sur notre système très simple, d'un pendule à qui on imposait de tourner à vitesse constante autour d'un axe horizontal. Nous espérons que les explications que vous avez été données ont été assez claires, que maintenant vous maîtrisez non seulement le torseur d'action mécanique ou le torseur des efforts extérieurs s'appliquant sur le solide, mais que vous maîtrisez aussi le torseur cinématique ou encore torseur distributeur de vitesse. Et qu'à ces deux torseurs, vous êtes capable d'ajouter de manière convaincante le torseur cinétique ou encore le torseur des quantités de mouvement, mais aussi le torseur dynamique ou encore le torseur des quantités d'accélération. Eh bien,
la suite de notre cours dans la partie mécanique par les torseurs. Verra donc comment ces torseurs sont utilisés en mécanique. On vous présenter là le rôle de ces différents torseurs en mécanique. Je vous remercie pour votre patience et nous espérons vous voir la prochaine fois à la leçon suivante concernant la mécanique par les torseurs.